Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du vendredi. Les carnets de l'anthropologue Marc Abélez. Dans son nouvel essai-récit, l'anthropologue passe de l'autre côté des barricades et tisse un pont de mai 68 aux Gilets jaunes. Un essai sur l'esprit de révolte qui lui permet aussi de revenir sur sa pratique. 40 ans d'ethno-anthropologie dans les lieux de pouvoir. Mais d'abord, la rencontre entre une ville et un festival. Né au Forum des images Sérimania, a migré à Lille récemment. Un mariage arrangé par la rue de Valois à l'époque avec le consentement des deux parties, mais provoquant quelques jalousies à Cannes comme à Paris. Lille, aujourd'hui capitale internationale des séries. La prochaine édition aura lieu le mois prochain, du 20 au 28 mars. On en parle avec notre invitée, Laurence Herzberg, directrice générale du festival Sérimania. La grande table. Olivia Gesbert. Déjà 8 éditions au compteur. Une directrice, vous, Laurence Herzberg, qui a pris le train avec son savoir-faire et son carnet d'adresses pour accompagner Sérimania à Lille. Un festival qui décidément ne partait pas de rien. Bonjour Laurence Herzberg. Bonjour. Une histoire aussi à raconter, intéressante pour cet accord, cette envie commune qui a été trouvée entre un maire socialiste, la maire de Lille, Martine Aubry, et le président de région, Xavier Bertrand, qui se sont unis pour porter la candidature de Lille face à Paris et Cannes. C'était un double parrainage qui a fait un peu des vagues au début ou qu'ils se sont tous les deux tout de suite trouvés sur cette envie de faire venir Sérimania du Forum des images dans leur ville, à Lille. Alors au départ, c'est une idée de Xavier Bertrand qui l'a proposée à Martine Aubry et qui a tout de suite accepté. Il est vrai que ces deux hautes personnalités, ces deux monstres de la politique, tous les deux qui ont investi des champs politiques différents, l'un à gauche, l'autre à droite, ça a marqué lorsqu'ils ont souhaité faire alliance pour défendre leur territoire. Mais je dois remarquer quand même qu'ils font souvent alliance pour la défense du territoire. Là-dessus, ils ont la volonté commune de travailler pour Lille et pour la région. Donc, d'une manière générale, c'était pas si étonnant que ça. Et personne n'a voulu récupérer le bébé, se l'approprier à partir des premiers succès du festival depuis 2018 qu'il est à Lille. Tous les deux, vous voulez dire ? Non, en fait, ils sont très respectueux l'un de l'autre. Nous avons, chère Martine, cher Xavier, moi je suis au milieu, j'assiste à ces discussions. Et tous les deux, ils se sont vraiment trouvés pour défendre le festival, pour l'implanter à Lille. Lorsqu'ils sont arrivés au Centre national de la cinématographie, lors de ce jury, bien évidemment, on les a pris en photo, du portier aux gens, tout le monde les prenait en photo. Non, il y a un vrai respect de ces deux personnalités politiques, et je dois dire que moi, ça me facilite beaucoup le travail. Et tous les deux se sont découverts tout naturellement une passion, série. Ils ont dû se soumettre à la question pour l'édition Nord-Pas-de-Calais du 19-20. Ils ont dû se soumettre à la question que vous imaginez. Quelles sont vos séries préférées ? Ma série préférée, allez, j'ai un faible pour Baron Noir. Ça a été tourné dans la région, je trouve que Cannes est formidable. Et puis je trouve que c'est une série plus réaliste que les séries américaines comme House of Cards. Si on veut rester dans la région, moi je dirais Capitaine Marlowe, parce que j'adore Corinne Massiero. Voilà, bien ch'ti et bien forte, on l'aime bien. Les Chevaliers du Ciel, Tanguy et la Verdure. Oui, Tanguy et la Quand j'étais enfant, c'est des trucs, j'arrivais pas à me décrocher de ça. Je me faisais enguirlander par mes parents parce que j'allais pas me coucher. Non, c'est vraiment une série qui m'a profondément marqué. Ça, j'ai adoré. Voilà, l'union sacrée devant les Chevaliers du Ciel, Laurence Herzberg. Ils me font rire tous les deux, je crois que j'ai encore du travail, il faut que je leur passe des DVD, je leur montre des séries. C'est tous les deux un champ qu'ils découvrent. Moi, je comprends très bien que Xavier Bertrand parle de Baron Noir. Quand on est immergé dans la politique depuis le temps où il la pratique, c'est normal que Baron Noir, qui est une excellente série sur le milieu politique, frappe les esprits. Capitaine Marlowe, c'est vraiment un personnage féminin
extrêmement fort. Donc, au-delà de Martine Aubry qui dit ça a été tourné dans le Nord, je comprends que cette femme avec une forte personnalité et que je respecte infiniment trouve dans le rôle de Corinne Maziero, dans le Capitaine Marlowe, quelqu'un qu'effectivement elle soutient. Après, je vais commencer à la remontrer encore d'autres choses. Parenthèse, parce qu'on vient d'entendre les titres du journal par Sophie Delpont. Alors, Baron Noir, c'est la fiction qui s'empare de la réalité, des coups bas et des batailles politiques. Là, avec l'affaire Griveaux, on a plutôt l'impression que c'est la fiction qui devient réalité. C'est Black Mirror appliqué à la politique. Oui, et c'est épouvantable. En fait, Black Mirror ou Years and Years nous donne en fait à voir ce que serait une société complètement contrôlée par les médias, complètement contrôlée par les réseaux sociaux. C'est déjà une réalité en Chine, où vous ne pouvez sortir de Chine que si vous avez un certain nombre de points à votre passeport ou à votre identité. C'est ce dont parle Black Mirror. Et là, c'est exactement la même chose sur la vie privée de Benjamin Griveaux. Et je trouve ça profondément regrettable. J'espère qu'on va pouvoir y mettre un frein et que les séries vont aussi jouer leur rôle en disant on ne peut pas faire ça. C'est bien que Black Mirror, une série comme celle-ci, existe pour dire regardez, si on se laisse aller, voilà la société totalitaire dans laquelle nous allons entrer. C'est quoi Black Mirror, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais vu cette série? Alors, Black Mirror, c'est une anthologie d'épisodes créée par Charlie Brooker et qui montre ce que serait une société où nous serions en permanence scrutés, observer, en proie aux nouvelles technologies. Lorsque les nouvelles technologies, les réseaux prennent le pas sur ce que nous sommes, nous arrivons dans une société totalitaire. Et Black Mirror le montre extrêmement bien. Le premier épisode de Black Mirror qui a frappé tous les esprits, c'est lorsque un Premier ministre britannique doit avoir des rapports sexuels avec une truie en direct sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes du Royaume britannique. Autrement, une jeune femme de la famille royale enlevée sera tuée. C'est une fausse. La jeune femme n'a pas été kidnappée. En revanche, la menace est tellement prise au sérieux qu'effectivement, le Premier ministre le fera. Voilà, et ça, c'est dramatique. Et c'est absolument terrifiant, cette série. Elle donne la chair de poule et elle nous parle d'un monde qui n'est pas si lointain. Finalement, c'est une série d'anticipation qui nous parle déjà d'un monde qui commence à exister aujourd'hui. Les séries, Laurence Herzberg, c'est une culture qu'on dit souvent populaire, plus jeune. Est-ce que pour un territoire, et je reste d'abord à Lille, comme les Hauts-de-France aussi, installer un festival comme celui de Sérimania, ce n'est pas anodin. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que cette culture-là peut être un rempart contre le FN, RN, qui s'établit, qui est de plus en plus fort aussi dans le nord de la France ? C'est intéressant cette réflexion parce qu'en fait, la culture, elle motive justement les deux personnages politiques dont on a parlé et qui sont au cœur de la vie du Nord. D'un côté, Martine Aubry, dont on sait qu'elle a une véritable et qu'elle a travaillé sur la culture depuis 2004, et Lille, capitale européenne de la culture. Et Xavier Bertrand, à l'origine de Sérimania, et qui a dit c'est grâce à la culture qu'on fera reculer la colère et la misère. On est là dans un territoire extrêmement contrasté. Lille continue à être une ville riche, même si certains quartiers sont plutôt des quartiers très populaires. Le reste de la région est souvent une région avec des difficultés économiques fortes, un taux de chômage beaucoup plus important que la moyenne nationale. Et donc, la culture, elle doit atteindre tous ces publics-là. Alors, l'avantage de créer un festival de séries, c'est que la série s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas qu'une culture populaire. C'est extrêmement intéressant de voir qu'elle touche toutes les couches de la population, tous les âges, toutes les catégories socio-culturelles. Donc, on a là des œuvres audiovisuelles, une certaine culture qui peut embrasser l'ensemble du public de Lille et de la région Hauts-de-France. Un festival, c'est une vitrine, assurément, pour la ville où il s'implante. Mais justement, vous dites que pour durer, il faut établir des racines, s'implanter de manière durable. Par quoi ça passe ? C'est la question qu'on s'est posée quand même lorsqu'on est arrivé à Lille. On s'est dit comment on peut gagner cette bataille. Lille a une activité culturelle forte. Il y a plein d'institutions très fortes à Lille, mais il lui manquait
un festival à portée internationale. Donc, lorsque je suis arrivée, je suis pas arrivée en conquérante. J'ai tout de suite fait comprendre d'ailleurs que je n'étais pas parisienne, mais que moi je venais de Nancy, donc le climat froid et pluvieux, je connaissais et que ça ne m'embarrassait pas. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup écouté et beaucoup rencontré. Il y a un tissu d'acteurs culturels formidables et qui travaillent tous en réseau. Donc, on les a d'abord écoutés avant de proposer. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'il y a 2 équipes dans Cérémania. Il y a l'équipe de programmation, il y a l'équipe parisienne, où je suis, parce que la programmation, elle ne se fait pas forcément à Lille, mais elle se fait plutôt entre Israël, l'Australie, les États-Unis, etc. Et je voyage beaucoup. Et en revanche, une équipe plus importante numériquement, implantée à Lille, avec une secrétaire générale qui connaît extrêmement bien le territoire et qui est là pour montrer que nous n'allons pas plaquer un événement. Nous allons travailler avec les acteurs économiques et les acteurs culturels. C'est comme ça qu'il faut travailler et implanter un festival. Il ne faut jamais se plaquer sur une ville. Et concrètement, est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'on peut les mesurer, des répercussions sur le territoire en termes d'emploi? Un festival, c'est des coûts, mais est-ce que c'est aussi déjà des bénéfices? Oui, alors je vais commencer parce que je n'ai pas tous les chiffres, mais en fait, par exemple, il y a effectivement en termes d'emploi, on crée des emplois. On crée des emplois, toute l'équipe lilloise sont des emplois qu'on a créés. On emploie aussi des jeunes, ce sont tous les étudiants bénévoles, alors là, ce n'est pas créer des emplois, mais c'est créer un dynamisme, 250 bénévoles qui viennent participer au festival. C'est toute l'activité hôtelière et de restauration qui bénéficie bien évidemment de notre implantation. Et on a calculé que la région nous donne une subvention de plus de 3 millions, cette année 3 500 000 euros, et que nous sommes déjà à plus de 5 millions de retours économiques sur la ville et sur la région. La région est le premier contributeur ? La région est le premier contributeur. C'est très important, en fait. Un festival, c'est pas simplement une activité paillette. C'est une activité qui doit infuser en profondeur dans un territoire. Donc elle doit lui rendre économiquement ce que vous percevez comme subvention publique. Elle doit dynamiser le territoire et elle doit permettre à tous les autres acteurs aussi de profiter de cette vitrine. Donc il y a par exemple énormément d'acteurs culturels qui, pendant que nous faisons, nous, le festival, et dès la première année, ont créé un festival off. Et moi, je les encourage. Est-ce que du coup, vous avez observé ce qui marchait, ce qui ne marchait pas ailleurs? Est-ce que l'exemple, c'est Cannes et son festival de cinéma, Angoulême et la BD? Est-ce que vous êtes allé voir dans d'autres villes plus laboratoires où des festivals sont implantés depuis plus longtemps, Avignon et le théâtre? Comment ça se passait? Et les erreurs qu'il ne fallait pas commettre, au contraire, les bonnes choses à leur piquer? Alors en fait, chaque territoire a son histoire. Cannes, c'est une ville qui vit des festivals et des événements. Donc à Cannes, des équipes événementielles, des équipes de festivals peuvent venir et la population cannoise est habituée à accueillir comme ça des événements qui viennent de l'extérieur. À Avignon, les directeurs qui se sont succédés, je connais bien Avignon parce que je viens du théâtre, ont eu à cœur de montrer qu'eux aussi étaient très implantés. Le meilleur exemple, c'est Annecy. Toute l'équipe est à Annecy, on travaille sur ce territoire. Donc ça, ce sont des exemples un peu différents, dont on s'est inspiré. Je savais très bien que Lille et son histoire extrêmement forte, la fierté de la population, devait nous inciter à nous installer longtemps. Toute l'équipe y va très régulièrement, l'équipe parisienne y va très régulièrement. On rencontre tout le monde, on répond aux sollicitations diverses et variées, tout en menant bien évidemment notre programmation. On travaille main dans la main avec l'ensemble des acteurs culturels et économiques. Alors Cannes avait déjà depuis longtemps une réputation internationale, là où Lille avait un déficit d'image quand la compétition s'est jouée entre ces 3 villes, il faut y ajouter Paris, sur en tout cas les 3 villes qui étaient en lice pour ce sprint final et décrocher l'organisation de ce grand festival international des séries. Le ministère de la Culture voulait qu'il ait cette dimension-là, bien au-delà des frontières françaises. Les mauvaises langues disaient que les grands noms américains n'iraient pas à Lille, pas simplement à cause du froid et de la pluie que vous évoquiez à l'instant, Laurence Herzberg, mais aussi parce que c'était loin de Paris et qu'on ne le connaissait pas. Et pourtant, écoutez, qui est passé là à la première édition? Good afternoon to you, Relay Singh. Thanks for joining us. Thank you. So far, so good? So far, so good. It's been a great show. We've got
many of our content executives here, hearing from many people some great ideas of new shows to make. Thank you so much. Well, actually, you are still up and running for this very festival, Series Mania, since you have won a big show in competition. You told it, it's The Rain, of course. Let's watch a trailer together. Stay dry, stay alive. Well, in Lille, seriously, stay dry in Lille. Do you know about the crachant lillois? Sometimes it can rain in this country, but it's a ch'ti thing. Thank you so much again. Thanks for... Thank you to everyone. Voilà, c'était Reed Hastings, le cofondateur et directeur de Netflix, venu présenter The Rain, une série danoise estampillée Netflix. The Rain, la pluie, d'où la blague, le jeu de mots de la journaliste de France 24 qui l'interrogeait sur le crachin lillois, puisque après avoir cité le nom de cette série, Reed Hastings disait « Restez au sec, restez en vie ». Et elle lui posait donc la question de savoir si lui connaissait ça. Le crachin lillois, parfois il pleut ici, mais c'est un truc ch'ti. Voilà, comme quoi on peut jouer aussi avec sa réputation, hein, Laurence Herzberg. Alors en fait, je vais vous dire une anecdote, parce qu'effectivement l'enjeu était de faire venir les Américains. Donc quand je vais régulièrement aux États-Unis pour parler de Série Mania et pour parler de Lille, et quand je leur ai dit que Série Mania déménageait de Paris à Lille, il a fallu d'abord leur faire comprendre que Lille, c'était pas Laïli. Parce qu'évidemment, quand vous le lisez sur un papier, Lille, pour un Américain, pour un anglophone, ça se prononce Laïli. Donc là, on a commencé un peu de loin. Et puis après, on a expliqué et on a montré des photos de la ville. Et la ville, elle a une architecture dans sa partie historique et centrale magnifique, qui dans l'imaginaire américain représente vraiment l'essence des villes européennes. Puis on a expliqué aussi que c'était à 1 heure de Paris, au cœur de l'Europe. Et je vous avouerai que maintenant, il n'y a plus aucun problème. Tout le monde connaît Lille, c'est vrai que Série Mania, du coup, a permis en 2 ans de vraiment faire connaître Lille sur la scène internationale audiovisuelle, et tout le monde vient à Lille. C'était un très joli coup quand même pour cette première édition, décrocher le PDG de Netflix, un grand du secteur. Et c'était aussi un tout petit peu le coup de pied de l'âne quand même, hein, de Lille à Cannes. Cannes qui avait été mauvaise perdante parce qu'en pleine compétition, la ville avait choisi de faire cavalier seul en créant son propre festival de séries sans attendre le résultat des courses, alors que Cannes avait déjà le cinéma. Cannes qui ferme ses portes à peu près en 2018 à Netflix, tandis que Lille lui ouvre grand les bras. C'était aussi ça le message que vous aviez envie de faire passer, Laurence Herzberg? Pas complètement quand même. Cannes, quand vous dites que Cannes a fermé ses portes à Netflix, c'est le festival de Cannes a appliqué son règlement qui veut que les films présentés en compétition à Cannes, dû à la fameuse chronologie des médias, sortent en salle avant. Ce n'est pas le cas de la série. Dans la série, il n'y a pas de chronologie des médias. On produit et on montre les séries dès qu'elles sont achevées. Donc non, ce n'était pas vraiment une réponse à Cannes. Netflix est un acteur extrêmement important dans les séries. Il était difficile de ne pas l'avoir. Un tapis rouge comme à Cannes, ça vous l'avez pensé aussi à Lille ou comme à la Berlinale. C'est symbolique mais pas que. Faire des séries un genre artistique, institué, un genre majeur. Faire venir des showrunners comme des stars. C'était le cas d'un Chris Brancato qui a conçu la série Narcos et qui s'est dit d'ailleurs séduit par ce festival conçu à la fois pour le public et pour l'industrie. Ce qui est pourtant difficile, dit-il, à combiner. On va voir comment vous y parvenez dans quelques instants. Laurence Herzberg, vous êtes notre invitée jusqu'à 12h30. France Culture, il est 12h20. Il y a pas mal de séries américaines et là le fait de les avoir à Lille, c'est juste ouf. On vient de remarquer qu'il y avait le siège de Game of Thrones, genre vraiment le siège qui avait servi à la série et tout, et c'est juste c'est dingue. Et du coup on y va là. Là je vois Orange is the New Black, moi je suis très fan. Plus belle la vie aussi, donc c'est toujours un plaisir d'être dans le décor un petit peu comme si on était dans notre télé. Mon cœur est un mégot qui ne peut pas s'éteindre. Mon cœur est un joyau sans code pour l'atteindre. Mon cœur est un 0 dans la carte du tendre. Mon cœur est un cachot sans corde
pour se prendre. Mon cœur est un tableau, sans peintre pour le peindre. Mon cœur est un logo qui n'aurait rien à vendre. Mon cœur est un quartier de haute sécurité. C'est un enfant mort-né, sans nom et sans papier. C'est Brigitte Fontaine à l'occasion de son nouvel album qui vient de sortir. L'album s'appelle Terre-Neuve, dans les bacs depuis janvier. Haute sécurité, extrait de ce nouvel album. Elle sera, Brigitte Fontaine, mardi prochain, le 18, en concert au théâtre Sébastopol à Lille à 20h. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Et c'est le succès ou le mélange réussi, en tout cas, d'un festival comme Sérimania qui, depuis sa première édition à Paris jusqu'à cette première édition lilloise en 2018, a réussi à combiner des séries dites d'auteurs avec des séries très grand public, des séries françaises, italiennes, mais aussi des séries américaines. On va écouter en 4 extraits un exemple de ce qui se fait de meilleur à Lille dans ce festival Sérimania. Everything I've done in my life, I've done for my children. I know I've made mistakes, but I've always tried to do the best by them because I love them. Dad, come on. The world is changing. Oh, yeah, everything changes. He's gonna blow the firm's credibility. It's not what's in it for me. Like, what is in it for me? Qu'est-ce que t'as en tête? Je peux le faire passer en Suisse, histoire de calmer la main-d'œuvre. Au besoin, je les arroserai. Puis revient 15 jours après, peinard. C'est trop dangereux. Non, passer en Suisse pour un type comme lui, c'est du beurre. Comment tu peux dire ça? Dimanche, un couple a été abattu. Non, je te dis qu'il passe sans aucun problème, c'est juste une question de fric, c'est tout. Avec vous, c'est toujours une question de fric. Ouais, écoute mon petit gars, les discussions métaphysiques, tu les auras plus tard, d'accord? Maintenant, tu choisis. Tu pars en Allemagne ou tu viens avec moi? Sorry, I don't have any white. You said I could stay. I said you could stay as long as no buyers came forward. Tell me how I can keep my church. If we can no longer separate the innocent from the guilty, everything that happened to us, all of our suffering, is meaningless. Se ci fosse qualcosa di straordinario, al limite della farsa, ma che non ha niente a che fare con la suggestione, ma contro ogni legge naturale. Un miracolo vero, insomma, senza una spiegazione logica. Se conoscessero una cosa così, una Madonna che piange sangue, le loro vite cambierebbero. Le chiedo solo una cosa e le imploro di dirmi la verità. Questo è l'inferno. Succession, un village français, Leftovers, Il Miracolo, 4 séries, 4 questions. Laurence Herzberg, cette première série extrait qu'on a entendu, Succession, série américaine qui a obtenu plus tard un prix au Golden Globe, celui de la meilleure série et du meilleur acteur pour Brian Cox. Est-ce qu'il y a l'envie aussi pour Sérimania d'être un festival prescripteur ? En fait, c'est très intéressant le choix des extraits que vous avez fait écouter aux auditeurs. Cela montre la diversité et ce que nous essayons de faire, en fait. Brian Cox avec Succession, c'était une avant-première mondiale que nous avait donnée HBO, notre partenaire OCS. Donc c'était extrêmement important. Donc toute l'aventure de Succession a commencé à Sérimania. Et toute l'équipe est venue pour faire la presse à Sérimania, et c'était le premier contact avec le public. C'est maintenant une des séries les plus regardées.
Alors que personne ne la connaissait. Et voilà, et vous parlez de diversité, on peut donner l'exemple d'un village français qui a été le deuxième extrait qu'on a entendu à l'instant, une série française d'une longévité exceptionnelle. On peut peut-être la rapprocher du Bureau des légendes, conçue par Éric Rochant et dont la saison 5 sera bientôt sur Canal. Deux séries bien françaises et qui cartonnent aussi. Hein. Oui, des séries françaises qui cartonnent. C'est pour nous à chaque fois l'occasion de faire venir dans les séries françaises, d'abord le meilleur de la création, et on aura une très belle compétition française cette année, mais aussi pour toucher tous les publics, les héros récurrents de France Télévisions ou de TF1. C'est-à-dire que nous faisons et nous donnons au public à rencontrer, nous leur donnons à rencontrer les vedettes qu'ils aiment sur le petit écran. C'est Freddie Highmore qui est venu pour The Good Doctor. C'est les acteurs des feuilletons Plus belle la vie ou Demain nous appartient. Donc les spectateurs viennent à la rencontre de leurs héros populaires, sont rassurés, c'est un festival pour eux, et en même temps, ils peuvent aller à la découverte de Succession ou de The Leftovers. Voilà, alors The Leftovers, on entendait un autre extrait, avant-première mondiale en 2017 de la saison 3, ça c'était aussi un gros coup de série mania. On a terminé cet assemblage avec un extrait de la série Il Miracolo, prix spécial du jury en 2018. Face à ces mastodontes américains, il y a aussi l'envie de faire reconnaître la force, les valeurs d'une Europe des séries. Oui, alors Il Miracolo, c'est une série italienne qui a extraordinairement bien marché parce qu'elle était très 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 différente. Vous imaginez la statue de la Vierge qui pleure des larmes de sang et personne ne comprend et ne peut expliquer le phénomène. L'Europe, elle est extrêmement riche de ses créateurs, de sa créativité et de ses professionnels. Et Sérimania, c'est le festival qui donne à voir la création européenne. Donc on va en Israël, alors c'est pas vraiment l'Europe, mais on élargit, les séries scandinaves, les séries bien sûr anglaises, qui sont le deuxième pays des séries, et on va à la découverte de toutes les séries européennes. Et ça, pour qu'à l'avenir, on vienne à Lille trouver ce qu'on n'attend pas, il faut aller chercher loin parfois, ou juste en bas de notre porte. Non, un grand scoop cette année, on va jusqu'au Chili, on va au Japon, on va en Corée, on va bien sûr en Australie. Non, on va très loin. Vous allez très loin. Pour cette nouvelle édition, celle qui va se tenir du 20 au 28 mars, vous nous dites quelque chose de ce qui nous attend, qui nous donne envie de prendre le train, 1 heure pour aller à Lille de Paris, alors, un peu plus de Marseille. La conférence de presse est la semaine prochaine, mais je sais que vous vous intéressez de près à The Watchmen, la série de Damon Lindelof, qui était le président du jury l'an dernier, et que ça sera l'objet d'une grande table la semaine prochaine. Donc, en avant-première pour France Culture, nous aurons une nuit intégrale des 9 épisodes de The Watchmen, le samedi 21 mars de 10h à 7h30 du matin au Nouveau Siècle à Lille pendant Sérimania. Et les Watchmen, effectivement, autour de la grande table, ce sera mercredi prochain avec l'éditeur chez Urban Comics, Yann Graff, et avec Edmond Touriol, scénariste de bande dessinée et traducteur de comics, au micro de Raphaël Bourgois, qui prendra le relais toute la semaine prochaine. Merci mille fois à vous, Laurence Herzberg, d'être venue nous parler de votre festival Sérimania. Je rappelle que vous en êtes la directrice générale et que la prochaine édition aura lieu le mois prochain, du 20 au 28 mars. Merci. Merci.